Pour la régie, c'est bon? C'est bon, parfait. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle DEFCON, donc la numéro 22 déjà. Et nous sommes heureux d'être de nouveau à 42, donc dans les nouveaux locaux de 42. Donc comme vous le voyez, si vous étiez habitué aux anciens locaux, ça change un petit peu des anciens locaux. Voilà, donc avec une belle grande régie à l'arrière, avec une vraie scène, ça c'est pas mal, voilà. Et même des nouvelles caméras rotatives, et ça c'est vraiment très très sympa. Donc, on va passer toute l'après-midi ensemble et aussi le début de la soirée. Donc, on va parler un petit peu de game dev, on va parler de gaming, de jeux et comment, en fait, on crée un petit peu tout ça. Et vous allez voir dans l'agenda que les intervenants vont parler pas mal de code, de moteurs et de projets qui sont en cours de développement. Alors, moi-même, je suis François Ottonick, donc je suis rédacteur en chef du magazine Programmé depuis maintenant 24 ans. Et le jeu, pour nous, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie de notre vie, évidemment, qu'on soit joueur ou codeur. Et c'est pour ça qu'on a voulu organiser de nouveau cette édition de la DEFCON Game Dev. Merci à 42, à Sanae, à Léa de nous accueillir. Merci à l'équipe technique d'assurer que la régie fonctionne. Voilà. Donc en principe, on n'aura pas les mêmes problèmes que la dernière fois, parce qu'on a eu un petit souci, mais c'est pas grave. Donc merci effectivement à 42 de nous accueillir de nouveau dans leurs locaux. Alors l'agenda, en fait, il est assez chargé, mais ça, si vous êtes habitué aux conférences, ça ne changera pas beaucoup. Donc j'entamerai malheureusement pour vous la keynote. Vous allez devoir me supporter environ 15-20 minutes. Voilà. Ensuite, je laisserai la parole à Thomas qui va nous parler un petit peu des métiers que l'on peut avoir dans le jeu vidéo. Ensuite, Martin, je l'ai vu, il est où? Voilà, il est au fond. Donc il va nous parler de libVLC, le SDK multimédia open source et comment on peut l'intégrer dans les moteurs de jeu. Ensuite, on aura une pause café aux alentours de 16h. Hein, voilà. Donc le café qui est derrière. Et je rappelle pour celles et ceux qui ne m'avaient pas entendu, tant faire se peut, gardez votre gobelet, parce qu'on a un souci de logistique au niveau des gobelets. Voilà, on est en manque de gobelets, donc essayez de le garder jusqu'à ce soir. Ensuite, on va parler avec Jonathan qui est devant. On va parler de Phaser. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir un petit peu ce que ça fait. Donc, en fait, c'est un moteur qui permet de coder de A à Z. Hein. Voilà, un jeu. Ensuite, Grégory, que j'ai croisé aussi, il est derrière. Voilà. Il va nous parler du projet Naguri qui est en cours de dev. Voilà. Et toujours adepte de Delphi. Voilà, donc toujours adepte de Delphi donc, et de Pascal. Hein. Voilà. Il y en a toujours, la preuve. Et ensuite, la dernière conférence, c'est Julien, qui va nous parler de Game Dev, alors plus côté moteur 3D. Et on va voir comment aujourd'hui, effectivement, on peut s'amuser un petit peu avec tout ça. Et aux alentours de 19h, on va migrer là-haut. À côté de l'accueil pour la pizza habituelle. Alors, ce soir, on n'aura pas de bière parce qu'on a un problème technique avec la bière, voilà, parce qu'elle n'a pas été livrée, donc on aura droit au café et à l'eau. Je suis désolé. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Alors, nos prochains événements, déjà, vous pouvez noter le Meetup 43. Le 2 juillet, dans les locaux de Méritis, on va parler du langage Markdown. Donc c'est la deuxième session sur ce langage-là. Donc c'est Christophe Villeneuve d'Atos Eviden qui va nous faire un petit topo dessus. Notez aussi que la prochaine DEFCON, donc la DEFCON 23, se tiendra le 14 novembre. Et on va parler qualité du code, OWASP, Secure by Design, DevSecOps et sécurité. Donc un beau cocktail. Ce ne sera pas ici, ce sera dans une autre école. Et la DEFCON 24, elle est déjà actée, ce sera fin janvier. Et on va parler informatique et programmation quantique. Donc aussi un très très bon sujet. Donc c'est fin janvier 2025. Si ma mémoire est bonne, ce sera le 31 janvier 2025. Voilà, donc
Bien évidemment, toutes les dates seront sur programmer.com et sur meetup.com, comme d'habitude. Alors, déjà, essayons de repositionner un petit peu le sujet du jeu, du matériel et des consoles. Alors, est-ce que quelqu'un, enfin, sauf moi évidemment, est-ce que vous êtes né au début des années 70 ? Un petit peu. Bon. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la première console dite de salon est sortie en 71 et 72. Hein. C'est la fameuse console qui s'appelait Odyssey. Voilà. Donc c'est une console totalement analogique. On n'avait pas de composants électroniques très avancés, du semi-conducteur vraiment très très partiellement parce qu'il coûtait extrêmement cher. Et bien évidemment, à cette époque-là, on n'intégrait pas de microprocesseur. Parce que je rappelle que le microprocesseur a été inventé justement en 71 par Intel. Donc là, on est vraiment dans de l'analogique pur et dur. Mais effectivement, c'est ce qui va inaugurer en fait toute la génération. Donc ce qu'on va appeler la première génération de consoles, et notamment toutes les consoles dites Pong. Voilà, donc on jouait à un Pong. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Pong, vous trouverez des démos sur YouTube, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en fait, ça va inaugurer effectivement tout un marché de clones en fait, de très mauvaises consoles, il faut le dire, et qui va tuer d'ailleurs une partie du marché assez vite, et où on achetait des clones de Pong, de tennis, de golf, etc. Donc c'est du très très basique. On ne peut même pas appeler ça de la 2D, parce qu'on avait deux bâtons et puis une balle rectangulaire qui jouait sur l'écran. Donc voilà, donc ça restait vraiment un graphisme extrêmement basique. Par contre, tout change effectivement dans la deuxième génération de consoles. 73, c'est l'apparition de la Channel F, ou Channel Fun, en fait, c'est son vrai nom, de Fairchild. Alors Fairchild, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le géant du semi-conducteur de la Silicon Valley. C'est eux, en fait, qui vont introduire la fabrication du semi-conducteur dans la Silicon Valley. Donc je ne vous refais pas l'historique de la baie de San Francisco. Et Fairchild fait aussi du processeur, du microprocesseur. Et donc, en fait, ils ont l'idée de créer une console utilisant un microprocesseur. Et c'est la première fois, d'ailleurs, qu'un constructeur de console va introduire le microprocesseur dans une console de jeu, de salon. Et ça a été vraiment, effectivement, une avancée extrêmement importante pour la console et le jeu dit de salon. Et surtout, ils vont introduire une deuxième innovation extrêmement importante, c'est la cartouche. En fait, la Channel F, en fait, c'est la première console de jeu à introduire par défaut un système de cartouche pour changer très rapidement le jeu. Donc ça a été deux innovations que Atari va reprendre à peine 12 mois plus tard avec la fameuse 2600 qui deviendra vraiment le best-seller des consoles de deuxième génération. Troisième génération, on est en 83, on est juste après le crack du jeu vidéo de 83. Alors si vous ne connaissez pas, je vais y revenir très très rapidement parce que c'est un point de bascule extrêmement important dans l'univers du jeu et de la console. 83, en fait, donc les fabricants, notamment tous les fabricants américains, s'écroulent. C'est le crack absolu dans les constructeurs. Et c'est à ce moment-là que les Japonais vont commencer à arriver en Europe et en Amérique du Nord et vont commencer à inonder en fait, le marché de leurs propres consoles. C'est l'émergence de qui ? C'est l'émergence de Nintendo, qui n'est pas nouveau dans le domaine du jeu, et notamment avec la fameuse Game Watch. Et c'est l'émergence de Sega. Alors Sega, très vieille entreprise effectivement japonaise, d'abord issue d'ailleurs des États-Unis, parce qu'à la base, Sega, ce n'est pas une société nippone, mais c'est une société effectivement américaine. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, ce sont deux mastodontes en fait, qui arrivent sur le marché en 83. Autre bascule, alors là c'est une bascule extrêmement importante, c'est l'arrivée des premières consoles 16 bits. Donc là, effectivement, on commence à améliorer sérieusement le graphisme, on peaufine le design des consoles, et les jeux vraiment dignes de ce nom vont commencer à émerger sur les consoles. En parallèle, on a l'émergence des micro-ordinateurs 16-32 bits, les fameux Amiga et les fameux ST, donc les Atari ST. Moi, je suis pro ST, donc ça c'est normal. Et ils vont aider en fait à l'émergence
d'une nouvelle génération de jeux que l'on va voir apparaître aussi bien sur ce type de machine de console en fait, et sur les micro-ordinateurs. Autre bascule très importante, donc là c'est déjà la 5e génération, donc on est aux alentours de 92 à 93. On a 3 choses qui arrivent grosso modo dans les mêmes périodes. C'est le 32 bits, donc là on passe vraiment dans de vraies consoles 32 bits avec des processeurs 32 bits purs et durs, et où on exploite vraiment les capacités du microprocesseur. La 3D va effectivement commencer à arriver très sérieusement sur les consoles, et ça c'est une étape extrêmement importante pour la console et pour le jeu vidéo en général. Jusqu'à présent, on est plutôt dans de la pseudo 3D. Voilà. Comme Stun Car, c'est pas de la vraie 3D, en fait, c'est de la pseudo 3D en fait, à ce niveau-là. Et surtout, c'est l'arrivée d'un nouveau support qui commence à se généraliser à cette époque-là, c'est le CD. Et ça, c'est vraiment une étape extrêmement importante en fait, pour le jeu vidéo. Et tous les gros acteurs de la console vont s'y mettre. Je pense effectivement à NEC, je pense à Sega, et Nintendo aussi, qui va pas tarder à s'y mettre. Et évidemment, Sony aussi, qui arrive à ce niveau-là. La 6e génération, j'ai envie de dire, c'est un mot, c'est PlayStation. Voilà. En fait, la PlayStation de Sony, la première génération de PlayStation va s'écouler à plus de 100 millions d'exemplaires. C'est la seconde console la plus vendue au monde, et la première, c'est la PlayStation 2, en fait. Voilà. Donc déjà, ça pose le problème. Sony règne en maître, Sega est mort au niveau du matériel, et Nintendo aussi au niveau du matériel, il est presque mort à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment Sony, en fait, qui va dominer le marché. Et alors, on a la 7e génération, effectivement, là, c'est l'émergence du sans-fil, c'est le streaming, c'est des choses comme ça. Mais en fait, on n'a plus trop de bascule technologique en fait, entre les générations qui vont suivre celle de 93, en fait. Après, c'est vraiment des modifications effectivement à la marge. C'est la puissance des composants, c'est le streaming. Mais fondamentalement, la console ne va plus beaucoup évoluer à part à la puissance des composants. Comme je vous l'ai dit, effectivement, on a une bascule qui se fait en 83 et c'est le fameux crack en fait, du jeu vidéo, c'est la crise du jeu en fait, qui apparaît aux États-Unis fin 82, courant 83, et ça c'est vraiment une bascule très très importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le marché est saturé de très mauvaises consoles. Ce sont des clones immondes, clones qui viennent notamment de Hong Kong. En fait, c'est un composant qu'on réplique à l'infini. Beaucoup de répliques de Pong, de tennis, mais vraiment du très mauvais jeu à ce niveau-là. Et c'est tellement mauvais qu'on n'a plus d'innovation, on n'a pas de facteurs différenciants. Et comme tous les constructeurs ou pseudo-constructeurs font exactement le même type de console, évidemment, tout le monde s'écroule en même temps. Un des acteurs les plus importants de cette époque-là, c'est Atari. Atari s'écroule et la Warner, en fait, Warner qui possédait Atari, revend Atari au fondateur de Commodore d'ailleurs. Et c'est comme ça que Atari va créer sa division micro-informatique et 2 ans plus tard, on sort la gamme ST. Voilà. Mais Atari, effectivement, s'écroule totalement. Il licencie énormément de personnes parce qu'ils n'ont pas le choix. Et surtout, le marché est totalement mort, en tout cas aux États-Unis. Et en parallèle, on a un autre phénomène qui apparaît, c'est l'émergence du micro-ordinateur dans les maisons. En fait, pour la première fois de l'histoire de l'informatique, effectivement, le micro-ordinateur va se démocratiser. On a le phénomène qui est très simple, c'est l'apparition du Commodore 64. Ça, c'était un coup de boost, effectivement, des ventes. Et pour ceux qui avaient un petit peu plus d'argent, c'est l'Apple II. Là, et notamment l'Apple IIe qui sort en 83, va être vraiment un boost dans le jeu à la maison, en dehors des consoles. Et ça a été vraiment un fait marquant à ce niveau-là. Et autre fait marquant, c'est l'écroulement du marché de l'arcade. Jusqu'à présent, en fait, les bonnes d'arcade gardaient un marché extrêmement important, mais en 83, pareil, le marché s'écroule. Et donc, en même moment, c'est l'apparition des Japonais qui vont prendre en fait le pas sur les constructeurs nord-américains à ce niveau-là. Autre effet, effectivement, 10 ans plus tard, c'est 84,
13, Doom. Alors, ça peut faire rire, effectivement, mais Doom, en fait, a marqué une génération de joueurs. Ça c'est vrai, mais surtout, en fait, c'est un prisme tellement important que vous allez avoir un avant Doom et un après Doom. En fait, Doom, c'est le premier jeu massivement réseau, en fait, que l'on va pouvoir vraiment utiliser. Et ça a été vraiment une révolution. Et moi, je me souviens, quand je bossais en ESN, on passait nos nuits entières à Doom. Voilà. Et on joue en réseau comme ça. Doom pousse les limites en fait, des possibilités techniques de ces machines. Voilà, c'est un vrai moteur 3D. Les développeurs de Doom, ce sont des experts en C++, mais qu'on n'a jamais vu des développeurs aussi bons que ça en C++, ou très très peu à ce niveau-là. Et ils poussent vraiment au maximum les capacités des machines. Et surtout, alors, on me dira, oui, mais ils ont vendu que 64 000 exemplaires en un an. Aujourd'hui, c'est peanuts aujourd'hui. Mais par contre, à l'époque, c'était énorme. Et surtout, ils vont mettre en place le système du freemium. Le shareware est gratuit à quelques niveaux. Et si on veut avoir le jeu complet, on paye. Et comme ça, en fait, ils vont écouler 1 million d'exemplaires du shareware. Et ça a été vraiment un très très bon succès. Et le coût, en fait, de développement de Doom, alors aujourd'hui, pareil, on peut trouver ça très très bas. Mais à l'époque, c'était parmi les budgets les plus chers au monde. À l'époque, on estime que Doom, donc le premier Doom, a coûté environ 500 000 $ pour le créer entièrement. Aujourd'hui, c'est l'équivalent d'1 million de dollars. Aujourd'hui. Il faut, voilà, encore une fois, on est en 93, 500 000 $ pour faire un jeu, c'est énorme. Et l'éditeur a tellement confiance, effectivement, qu'ils investissent quand même dedans. Et après, effectivement, ils se rembourseront sans aucun problème à ce niveau-là. Alors, aujourd'hui, en fait, le jeu, qu'est-ce que ça pèse ? En 2023, on estime que le marché du jeu vidéo, alors les jeux, les accessoires, les consoles, etc., pèse quasiment 190 milliards de dollars par an. Voilà, c'est énorme. Rien que les États-Unis, en 2023, le marché intérieur américain, c'est grosso modo 53-54 milliards de dollars. La France, c'est 6 milliards. On est parmi le top 3 en fait, du marché du jeu en Europe. Évidemment, à côté, on a qui ? Les Anglais et les Allemands, mais ça, c'est traditionnel à ce niveau-là. Donc le jeu, en fait, pèse extrêmement lourd. Que l'on parle de jeux desktop, que l'on parle de jeux mobiles, que l'on parle de jeux console, en fait, le jeu vidéo a une force économique qu'on ne soupçonne pas forcément. Il est vraiment considérable. En France, alors juste pour vous resituer un petit peu, mais on y reviendra dans quelques minutes, donc grosso modo, c'est 6 milliards d'euros. La console représente grosso modo la moitié de ce chiffre-là. Donc en fait, les consoles, c'est quasiment 50% du marché, donc environ 3 milliards entre le matériel, le jeu et les accessoires. Mobile et PC, ça ne bouge pas beaucoup, on est aux alentours des 24%, ce qui est déjà pas mal, effectivement. Donc, si effectivement on regarde les ventes purement de jeux et de contenu, au niveau console, c'est 1,7 milliard d'euros. Le matériel, pur et dur, c'est 1 milliard d'euros, en France. Et les accessoires, c'est environ 300 millions d'euros. Donc c'est tout ce qui est manette, etc., extension, câble, etc., etc. Les jeux dématérialisés, donc sans support physique, donc c'est tous les jeux à télécharger, streaming, etc., pèsent environ 1 milliard 100 millions aujourd'hui en France. Alors, si on regarde un petit peu en chiffre d'affaires, donc en revenu, alors je m'excuse, là, c'est que les chiffres des AAA, donc en fait les jeux mobiles les plus haut de gamme et les jeux consoles les plus haut de gamme. En tout cas, les plus gros. Mario a généré 35 millions de chiffre d'affaires. Spider-Man 2, grosso modo, 19 millions. Mario Kart, c'est 19 millions. FIFA 23, c'est 14 millions. La nouvelle version
d'Assassin's Creed, c'est 10 millions d'euros. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires en fait, que le jeu a généré en 2023. En France uniquement, je précise. Chiffre monde, évidemment. Donc là, on est dans le jeu mobile. Le jeu mobile, en fait, il faut bien voir que le business du jeu mobile, il est gigantesque. Si vous regardez un petit peu dans le top 10 en fait, à des jeux, ben on voit qu'on a des jeux qui dépassent les 1 milliard de revenus par an. Les Royal Battle, bah effectivement, génèrent toujours entre 700 et 900 millions de dollars de revenus. Je rappelle qu'en 2022, Candy Crush, et oui, incroyable, était dans le top 5 des jeux qui ont généré le plus de chiffre d'affaires au monde, en dépassant 1 milliard de revenus en 2022. Ce qui est énorme. Si vous jouez encore à Pokémon Go, grosso modo, lui, il a généré entre 400 et 500 millions d'euros. Ce qui reste encore une manne pour Niantic extrêmement forte, encore à ce niveau-là. Donc là, effectivement, ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu le poids, aujourd'hui économique, du jeu mobile. Et effectivement, les gros mastodontes du jeu mobile, effectivement, génèrent énormément d'argent à ce niveau-là. Donc derrière, vous avez 2 gros éditeurs, et ce n'est pas des équipes de 50 ou 10 devs qui codent derrière. Là, il y a des équipes de 100, 150, 200, 300 devs qui codent chaque jour le jeu. C'est monstrueux aujourd'hui. Encore plus monstrueux, ce sont les fameux jeux AAA. Donc là, on est dans les grosses machines, desktop, console. Je vous ai donné quelques exemples. Cyberpunk, alors le gros fiasco de 2020, voilà. Le budget, c'est plus de 300 millions de dollars. 7 ans de développement, plus de 400 personnes. Le patch qu'ils ont dû faire en catastrophe et qu'ils ont mis grosso modo 2 ans et demi pour le créer, le patch à lui seul a coûté 100 millions de dollars. En fait, il a fallu refaire tout le jeu, ou presque. Parce que le jeu était tellement mauvais qu'en fait, les éditeurs, ils se sont un petit peu excusés et ils ont promis effectivement un patch complet. Et ils ont sorti quasiment une version 2.0 en 2022-2023, 100 millions de dollars de budget supplémentaire. Par contre, ils ont sauvé le jeu. Ça, c'est déjà pas mal. Si vous prenez effectivement le deuxième, c'est Halo, donc là, on est déjà dans de l'ancien en 2012, entre 100 et 115 millions de dollars. Si vous prenez effectivement Final Fantasy XV, c'est quasiment 300 millions de dollars de budget pour le faire. L'un des derniers jeux d'Ubisoft, donc Skull and Bones. Alors oui, apparemment on a des joueurs apparemment. Donc un très beau jeu, en fait un des plus beaux fiascos de ces dernières années, mais il faut être honnête. À votre avis, combien ce jeu a coûté à Ubisoft ? Ouais, plus de 300 millions. 7 ans de développement. 500 personnes pour aboutir en fait à ça, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, les géants, quand on parle de AAA, on est dans ce niveau-là. Alors là, ce n'est qu'une rumeur. GTA, donc la prochaine itération de GTA, donc qui doit sortir dans à peu près 1 an maintenant, enfin même un petit peu plus, en automne. Le budget annoncé est de 1 milliard. 1 milliard de dollars. Que pour son développement. Et ils sont dessus depuis au moins 6 ans. Après, GTA, en fait, la dernière version, s'est vendue à 200 millions d'exemplaires. Toute la série de GTA a généré en chiffre d'affaires pour son éditeur plus de 6 milliards de dollars. Et en fait, ils ont été clairs. On fait effectivement une nouvelle version. Par contre, on veut qu'il soit plus que bon. Donc là, ils se mettent les moyens pour le faire. Voilà. Mais effectivement, on est vraiment dans ce niveau-là. Microsoft, si vous avez suivi le rachat, le dernier rachat
de Microsoft, c'est 60 milliards qu'ils ont mis sur la table pour acheter effectivement Activision. 60 milliards. Voilà. Et Sony n'y était pas très content à la base. Bon, après, ils ont laissé faire. Mais en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans le jeu, en fait, ce qui est important, c'est pas le matériel, parce qu'au bout du compte, c'est que le contenant. Comme dans le monde informatique, le plus important, c'est le contenu. Donc c'est le jeu, donc c'est vous, en fait. Si vous produisez des jeux de qualité ou qui se démarquent, vous avez une chance effectivement de vous démarquer et donc de toucher votre cible à ce niveau-là. Si on parle de jeu, et ensuite, promis, je me tais, incroyable, qu'est-ce que le jeu vidéo représente en France? Alors, on estime aujourd'hui que 1200 jeux sont produits ou sont en cours de production en France. Donc ça, c'est les chiffres de 2023. Plus de 770 jeux ont été sortis et faits en France l'an dernier. Par contre, c'est un marché qui est extrêmement fragmenté. En fait, vous avez les très gros en France, effectivement, comme Ubisoft et d'autres, et par contre, vous avez énormément de petits studios indépendants. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres, on a environ 577 studios qui produisent ou qui font le jeu. Alors, on fait une distinction entre les studios qui vont produire le jeu et les studios qui vendent le jeu. Parce que parfois, c'est deux entités très différentes. En fait, ils vont sous-traiter le jeu effectivement à une autre structure, et c'est la structure de production en fait qui conçoit le jeu. Et en termes d'emploi, on estime aujourd'hui que le jeu vidéo, dans tous les métiers techniques, en fait, c'est environ 12 000 personnes. Je vous ai parlé du crack de 83. Alors, attention, tous les chiffres que je vous ai montrés là et qu'on va citer dans quelques minutes, en fait, on a un petit problème. En fait, 2022-2023, on s'aperçoit que le marché a fait un rattrapage du Covid. En fait, dans les ventes et tout, et surtout un rattrapage en 2022 et 2023 sur les ventes en fait, des consoles, parce qu'on avait eu énormément de soucis d'approvisionnement. Et donc, en fait, le marché a repris effectivement les ventes qui ne s'étaient pas faites. Sauf qu'on commence à voir apparaître depuis quelques mois, en tout cas aux États-Unis, un tassement du marché. Et le marché américain va se contracter sans doute de 2 à 3 milliards, voire peut-être 4 milliards. Alors, on ne peut pas encore parler de crise aujourd'hui, mais on a effectivement une stagnation du marché, en tout cas nord-américain, qui commence à apparaître. Les ventes de consoles au niveau matériel, on ne s'attend pas à des miracles en 2023 parce qu'on n'a pas de vraies nouveautés, en fait, qui vont, enfin en 2024, pardon, qui vont apparaître. On va attendre sans doute l'an prochain, et surtout, on n'a pas de gros moteurs au niveau de des jeux triple A, tout simplement parce qu'on attend le futur GTA. Et c'est lui, en fait, qui va driver sans doute le marché au moins pour 12 à 13 mois à venir, à ce niveau-là. Donc ça, c'est important. Et surtout, on a eu aussi de très bons chiffres en 2023, notamment avec les jeux autour de Potter, effectivement. Donc effectivement Harry Potter, qui a généré plus de 300 millions de ventes sur l'année. Donc ça a été un très très bon jeu, effectivement très bonne vente. Mais effectivement, on ne constate pas une dynamique identique en 2024 en tout cas. Donc un tassement sans doute, et en France, on va aussi sans doute avoir ce type de tassement. Alors on ne va pas parler de régression, mais en tout cas une sorte de stagnation ou d'attentisme du marché. La semaine prochaine, donc le 21 juin, on sort notre hors-série gaming, et notamment quelques speakers ont fait des articles dans ce numéro-là. Voilà, donc il sort le 21 juin, donc à récupérer en PDF et papier. Voilà, et si vous voulez témoigner en qualité de développeur pour parler de votre expérience, du code au quotidien, vous pourrez répondre à notre enquête et on publiera le résultat de l'enquête en automne prochain. Voilà, donc vous n'hésitez pas à taguer le tag pour répondre au questionnaire. Voilà. Et bien sur ce, je laisse ma place
Je vous souhaite encore une bonne conférence, voilà, et à tout à l'heure.